De retour dans les Aurores Montréal, votre émission du matin sur les ondes de CIBL, Florence au micro. Une grande marche citoyenne au centre-ville de Montréal dans le cadre de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie samedi dernier. Tout ça malgré un mouvement des fiertés divisé à Montréal et alors qu'un nouveau gouvernement fédéral s'installe à Ottawa. Pour en discuter, nous recevons Denis Martin-Chabot, animateur de l'émission L'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canal M pour sa chronique queer. Bonjour Denis Martin. Bonjour Florence. Merci beaucoup d'être avec nous comme d'habitude. C'est un plaisir d'être ici. Donc cette année, les organisateurs et organisatrices de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie fait appel aux alliés. Pourquoi exactement? D'abord, au Québec et dans beaucoup d'autres juridictions dans le monde, juste commencer par expliquer que c'est la Fondation Émergence qui organise habituellement les campagnes entourant donc la Journée internationale. Plusieurs de leurs campagnes, je rappelle, depuis 2003, sont notoires. Je pense que tu n'étais pas au monde dans ce temps-là, mais il y avait une campagne où c'était deux joueurs de hockey qui semblaient s'embrasser, et puis une autre, c'était un bébé portant un bracelet avec la mention homosexuelle. Je te jure que les réactions ont été viscérales dans les deux cas. Mais depuis, les choses se sont relativement calmées. Or, en 2025, on a l'impression d'avoir fait un ou peut-être voire plusieurs grands pas en arrière. Des études démontrent que l'intolérance est de mise, ici même au Québec. Dans les écoles, selon le groupe de recherche et d'intervention sociale, le GRI Montréal, 4 élèves québécois sur 10, 42%, avouent être mal à l'aise si elles voient deux hommes se donner des signes d'affection en public. Juste pour dire qu'il y a 3 ans, c'était 25%. On a presque doublé. Même proportion si on apprend que sa meilleure amie est lesbienne, gay ou bisexuelle, plus d'un sur 3, alors que c'était à peu près 18% il y a 3 ans. Donc, montée de l'intolérance, percée de l'extrême droite, discours haineux, réseaux sociaux, et on ajoute à cela une hausse de près de 70% des crimes haineux envers les personnes de la diversité sexuelle et de genre. Ça, c'est déclaré à la police entre 2022 et 2023. On n'a pas de chiffres encore pour 2024. C'est des chiffres qui viennent de Statistique Canada. Bref, la Fondation Émergence a cru bon faire appel aux alliés, donc on arrive à cette marche. Dans sa campagne médiatique, plusieurs têtes d'affiche démontrent leur appui aux personnes des communautés de la diversité. Caroline Davernas, Claude Legault, Guylaine Tremblay, Pierre Brassard, Anne Dorval et Ariane Moffat. Celle-ci a même écrit une chanson pour l'occasion, Amour au pluriel, dont je propose peut-être d'écouter un petit extrait. Oui, écoutons un extrait. Donc, c'était Ariane Moffat, Amour au pluriel. On va l'écouter en intégralité là, après la chronique. Tout à fait, oui. Ce 17 mai, donc, ça ressemblait à quoi à la lumière de tout ça? Qu'en était-il? Bon, alors juste, encore une fois, je vais quand même faire un petit rappel parce que je pense que c'est important de le dire. Le 17 mai 90, c'est la journée que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que l'homosexualité ne devait plus être considérée comme une maladie mentale. Alors, moi qui venais au monde en 61, j'ai vécu pendant pratiquement 29 ans à être un malade mental. Excuse-moi, mais c'est une constatation assez triste. C'est assez troublant quand on pense à ça. Donc, le choix de cette date allait de soi. Alors, au début, on se rappelle, les campagnes soulignaient les discriminations ici même au Québec et au Canada. Puis, le champ est devenu plus international parce qu'on peut souligner la Russie, un des États du monde le plus homophobe, l'Ukraine même, la Pologne, la Hongrie. Plusieurs pays africains sous l'influence des mouvements évangélistes et mormons états-uniens. Alors, depuis quelques années, la percée spectaculaire, je rappelle, de l'extrême droite et de l'ultra-droite populiste et religieuse force la Fondation à rajuster le tir. Vous savez, donc, elle a fait appel aux alliés, comme je l'ai dit, pour contrer le discours haineux contre les personnes des communautés de diversité de genre et sexuelle. Démonstration de solidarité, samedi, la Fondation a organisé une marche dans les rues du centre-ville de Montréal. Des centaines de personnes ont bravé la pluie pour démontrer leur soutien. Et pour le directeur général de la Fondation Émergence, Laurent Brault, cet événement visait à démontrer que les reculs vécus par les communautés LGBTQ+, ne peuvent pas être tolérés.
On en avait déjà parlé à l'émission, mais le vent du sud des États-Unis inquiète beaucoup du monde dans les communautés queer. Et aussi, comme on le dit en début de chronique, il y a également le contexte des élections fédérales. Il y a tout ça qui arrive en même temps. Exactement. Alors, c'est sûr que ça... Il faut dire qu'on a vécu une campagne électorale assez inquiétante pour beaucoup de communautés queer. Ça, je vais y revenir. Mais juste pour donner un peu le contexte avec l'arrivée de Donald Trump, mais bien avant, là, on parle depuis 2016, mais le recul des droits des personnes LGBTQ partout dans le monde, et particulièrement aux États-Unis, est vraiment réel. Alors, suppression des programmes fédéraux aux États-Unis de diversité, d'équité et d'inclusion, interdiction de soins d'affirmation de genre aux personnes mineures ou encore la révocation des personnes trans dans l'armée. Ailleurs sur la planète, l'Italie a refusé de signer une déclaration européenne visant à promouvoir les droits des communautés LGBTQ en 2024. La Hongrie interdit aux comités organisateurs d'effectuer des marches de fierté, ou encore la Géorgie interdit le changement de sexe et interdit aussi les unions de même sexe et la promotion de ces unions. Et un récent jugement, là, pas n'importe où, au Royaume-Uni, exclut les femmes trans de la définition légale d'une femme. Et au Canada, le fait qu'on vient d'élire un gouvernement qu'on croit plus ouvert, bon, peut-être que ça mérite des nuances aussi, oui, tout à fait. aux questions de la diversité sexuelle et de genre, devrait être rassurant dans ce contexte-là. Je vais rappeler quand même que c'est un gouvernement minoritaire qui doit aller chercher des appuis dans l'opposition, puis qui essaie aussi, qui a fait campagne quand même assez sur le terrain du Parti conservateur. Donc, il y a ça. Et ce parti pourrait donc tomber dans un an ou deux. Et le parti qui peut le remplacer, c'est le Parti conservateur, puis qui a pris même des positions dans les dernières années clairement anti-trans et anti-queer. Je peux rappeler que Pierre Poilievre avait dit, peu après la déclaration de Donald Trump à ce sujet, qu'il y a son acte de genre, hommes et femmes. Ça avait fait beaucoup réagir tout aussi. À fait. Ouais. Et je vais rappeler aussi qu'il y a près de 42% des électeurs et électrices du Canada qui ont consenti à ces positions, donc à suivre. Et pendant ce temps, comme je le disais en début de chronique, les communautés queer, elles se divisent. Oui, ça va pas bien, hein? Ben oui, parce que des organismes se retirent de Fierté Montréal. On a appris récemment que le réseau des lesbiennes du Québec ne participera pas aux activités de Fierté Montréal en août. Pourquoi? Des allégations de non-respect d'engagement contractuel, manque de transparence, bien présumé avec des groupes et institutions soutenant Israël. Alors, le 4 avril dernier, les collectifs artistiques Sweet Like Honey, Blush, Elle, Lui et Disconio, qui organisent des événements festifs pour la communauté queer, particulièrement lesbo-queer, ont publié une déclaration commune sur Instagram. Ils y ont accusé Fierté Montréal de comportements abusifs, non-respect d'entente, travail sous-payé et non rémunéré, manque de transparence sur le plan financier. Des accusations que rejette évidemment Fierté Montréal, bien que son directeur général, Simon Gamache, que j'ai entrevu à mon émission, dit qu'il prend très au sérieux les plaintes et promet de rencontrer les groupes concernés. Alors, parmi ceux qui ont quitté le navire, ils sont nombreux, je rappelle le Réseau des lesbiennes du Québec, le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, les CALAC, de l'ouest de l'île, le Centre de solidarité lesbienne et plusieurs autres organismes de la communauté LGBTQ+, dont HELEM et le Safix Social Club. Ces groupes prévoient organiser une fierté alternative, Wild Pride qu'ils l'appellent, et leur propre défilé, en même temps que les activités officielles de Fierté Montréal. Alors, pour faire une blague pour les défilés, on se rappelle qu'on en a manqué un défilé en 2022, mais on en aura deux en 2025. Y a-t-il un climat toxique à Fierté Montréal? Je rappelle aussi qu'en 2020, en pleine pandémie, le président et directeur général avait dû quitter son poste suite à des allégations très lourdes et un climat toxique. Donc, affaire à suivre. Peut-être juste pour terminer la chronique, pour revenir au contexte actuel canadien, parce qu'on s'en était parlé brièvement la dernière fois, l'abolition des postes de ministère, il y avait... il y en a un merci de me le rappeler. Oui. Ils ont refait donc le poste femmes et égalité des genres Canada. Exactement. Et ça, diversité et inclusion n'a pas été remis en poste. Tout à fait. On est encore... Il y a encore des petits problèmes. Oui. Merci beaucoup, Denis Martin. Merci. On passe maintenant en musique, justement avec Amour au pluriel d'Ariane Moffat et on revient avec Annie Roy.